Bonjour. Si vous avez vu le premier clip concernant l'affaire du village ostréicole de Boulguieff à Kerkestel, donc il faut savoir que l'association et la fédération ont gagné le procès donc, contre ce projet. Eh bien, ils sont revenus par la petite porte. Et ils n'ont pas mis longtemps à revenir, puisque dès qu'ils ont appris ils avaient été déboutés, eh bien, ils ont tout de suite essayé d'installer plus bas sur la grève une zone dite de stockage. Donc stockage en zone d'estran. Et avant même, alors là ils ont été tellement vite qu'ils ont voulu complètement court-circuiter les voies légales, c'est-à-dire l'étude d'impact préalable au titre Natura 2000. Et ils ont fait une enquête publique. Enfin quand on dit enquête publique, on parle d'enquête bidon, quoi. Ça n'a pas fait long feu, puisque suite au succès de notre entreprise, le public était assez sensibilisé pour réagir tout de suite à cette enquête publique qui promettait plusieurs hectares de zones de stockage en plein sur des plages, en plein sur des zones de passage des plaisanciers, et ça promettait un trafic exacerbé et puis des dégâts sur tous les petits chemins creux qui longeaient la côte. Donc ça n'a pas fait long feu, puisque la FAPEL a averti, donc notre fédération a averti la préfecture, et la préfecture s'est empressée d'annuler l'enquête publique, sachant qu'elle irait au tapis, sachant qu'en cas de procès, il était vraiment bien clair que sans étude d'impact, ce projet-là n'était pas possible. Eh bien, sachant cela, les élus et les ostréiculteurs ont quand même organisé donc des réunions publiques pour informer la population. Bah, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais peut-être pour essayer de prendre la température de leurs tentatives ultérieures. Eh bien, la population s'est largement manifestée contre ce projet, et tout le monde a fait machine arrière, tant au point légal qu'au point de vue des intentions. Et surtout, d'ailleurs, je pense qu'ils ont pris la température pour savoir comment ils pouvaient faire pour rentrer encore une fois par la petite porte, parce que ça fait 30 ans que ça dure. Et on a l'impression que ce système-là, ce système d'invasion ostréicole de la baie Paimpolaise, ça ressemble à une hydre. Hein, vous en coupez une tête, il en revient toujours une autre. Alors, ils sont, je le rappelle, hein, dans le premier clip, vous avez su qu'ils ont essayé de s'installer à Port-Zeven, à Port-Lazo, à Kerarzik, sur la zone de Paimpol. Ça n'a jamais marché. À chaque fois, ils se sont fait repousser, et à chaque fois, ils sont revenus. Et là, ils reviennent encore. Et là, si vous voulez, le projet des zones de stockage ostréicole, donc qui était prévu à Port-Lazo et à Kerarzik, est annulé, et on se dit, encore une fois, on lâche pas belle. Mais on lâche pas belle pour combien de temps? Faut-il se satisfaire d'avoir repoussé ce énième assaut, ou alors il vaut mieux pas se dire que pour une bonne fois pour toutes, il faudrait étouffer pour de bon cette énième tentative d'invasion du littoral par une minorité d'affairistes. On ne peut pas se contenter de continuer à couper des têtes qui repoussent. Hein, aujourd'hui, cette victoire de la fédération, donc la fédération des associations de protection de l'environnement littoral 22, conforte la population sur le fait qu'il n'est plus de mode de se résigner, notamment devant l'état désastreux où est rendu notre environnement tant local que mondial. Ça fait 30 ans, ici, chez nous, que les ostréiculteurs empiètent sur le domaine public maritime pour le détériorer, l'empirer, le terrasser à coups de bulldozer et faire une guerre incessante aux pêcheurs à pied. Aucune plainte n'a été instruite récemment quand, là, il y a quelques mois, un bulldozer terrassait la grève devant Saint-Rion. Hein, c'est une véritable mafia qui se croit en pays conquis et encouragée par certains responsables, au point dorénavant d'aller s'attaquer aux terriens et disputer leurs plus beaux sites, comme celui de Kerkestel, que nous avons réussi à préserver. Les gens du pays en ont marre.
Même dans le milieu se distingue une majorité silencieuse qui ne cautionne plus les exactions de sa propre profession. Dans notre propre association, Aux Vivantes d'Armor, on a des ostréiculteurs, hein, qui restent quand même anonymes, mais qui nous disent: moi, je suis ostréicultrice depuis de père en fille, de grand-père, toute notre famille est des ostréiculteurs depuis des générations. Et elle me dit: là-bas chez nous, à Oléron, il n'y a plus de naissin, il n'y a plus rien. Ils ont tout foutu en l'air. Et ici, vous allez voir, laissez faire, et ce que vous voyez là maintenant, depuis 30 ans, ce n'est que le début. Si vous laissez faire, ils vont tout foutre en l'air. Et c'est qui? C'est une mafia, quoi. Une mafia qui s'exerce dans le bassin ostréicole de Marennes-Oléron. C'est une minorité, d'abord, il faut le dire, on va pas taper sur le dos de la profession. Il faut savoir qu'en 2009, ce bassin, à Marennes-Oléron, c'est un exemple, hein, comptait 1053 exploitants. Et sur ces 1053 exploitants, il y en a 85 seulement qui sont partisans de transferts interbassins. Parce qu'en plus, ils ont des problèmes sanitaires, hein, graves, ça crève dans tous les sens. Ils ont un envasement croissant qui a grévé presque 50% de la surface exploitable. Hein, il y a tellement d'huîtres. Il faut donc, si vous voulez, en compensation, d'une part, intensifier la production, c'est-à-dire on mettait les poches à plat, bah maintenant on les met debout, comme ça on en met 10 fois plus, puisqu'il y a moins d'espace. Hein, et il faut aller prospecter ailleurs, puisqu'il n'y a plus de surface là-bas. Donc, quitte à nuire à leur profession, cette minorité vient donc chez nous chercher une solution à leur problème de rétrécissement du périmètre de rentabilité du bassin. Donc, qu'est-ce qui viendra à bout de cette hydre? Moi, je dirais, c'est une huîdre d'ailleurs, hein, l'huîdre de la baie de Paimpol. Si on met un miroir en face de cette huîdre, un reflet laiteux révélerait son vrai visage. On verrait les Attila de la culture intensive, naufrageur d'une profession et de son espace de travail. On y verrait sans doute le double masque du chantage à l'emploi par devant et des fraudes nocturnes par derrière. Hein, allez-y la nuit, là, hein, avec vos lunettes infrarouges, vous allez les voir comme ça. On ne paye pas la taxe comme ça, on ne paye pas les taxes donc de production à l'État. Côté grossissant, il n'y a qu'à mettre un petit peu de miroir grossissant, on y verrait les virus, les vibrions, les algues toxiques qui sont diffusées notamment par les échanges, ces fameux échanges interbassins. On apercevrait, en grossissant encore plus, les coliformes, les hélicobactères, les clostridies, le manteau lesté de métaux lourds, enrobé de pesticides, porté par la kyrielle des résidus médicaments, et tout le distillat de l'écrémage, percolé par la grande marée pavillonnaire. Marée pavillonnaire et gentrification distillée par nos élus, bien sûr. On ne pourrait plus ignorer, bien entendu, ce large flou, cette auréole bien floutée dans le miroir qui est dans l'interface politico-administrative. Depuis 30 ans, donc, on nous dit tout va s'arranger, tout ça va arranger, mais au final, les problèmes s'amoncellent avec les déchets et la montée des eaux d'égout. En dépit des litanies de moins en moins rassurantes, les trafics génèrent des préjudices permanents. L'estran est tassé, empierré, piqué de vigile et de miradors. On ne peut plus aller pêcher tranquillement. Hein, dès que vous arrivez à moins de 30 mètres d'une parcelle, hein, il y a un kidam qui vous tombe dessus, prêt à vous casser la figure si vous ramassez une huître. Hein, il y en a tellement de moins en moins. La pollution se répand, les huîtres crèvent, la pêche à pied est désormais réputée insalubre. Hein. Les rapports passés au tamis politique maquillent sans vergogne les atteintes aux habitats et à la faune Natura 2000. Jusqu'à oser vanter que les huîtres contribuent à clarifier l'eau qui, sous-entendu, est polluée. Tout semble permis. Même si les mensonges de plus en plus grossiers passent de moins en moins. Il faut mentir, bien évidemment, de plus en plus devant une évidence, hein, qui est l'évidence de la pollution et du désastre sanitaire. Car, mentir pourquoi? Suprême chantage, les emplois sont dans la balance.
Mais dans l'autre côté de la balance, il y a quand même la santé publique. Mais quel intérêt y aurait-il à alerter l'opinion? Je rappelle qu'un des membres de notre association, qui était hélas en chimiothérapie et donc affaibli, est mort 2 jours après avoir mangé des huîtres dans le secteur. Bon, mais ça, faut pas le dire. Cherchez les statistiques sur ce sujet-là, vous les aurez pas. Donc l'Arlésienne des emplois faciles. Ceci étant, j'attends les chiffres. On attend les chiffres. En attendant, libre à nous de traduire intérêt privé. Le Millennium Ecosystem Assessment et le Centre d'analyse stratégique ont estimé qu'à côté des valeurs morales, esthétiques, patrimoniales fondamentales, l'environnement génère néanmoins des ressources au double du PIB mondial. La dégradation de nombreux écosystèmes entraîne des pertes économiques qui sont énormes. Invoquer donc dans ce contexte des emplois corporatifs en compensation d'atteintes à l'environnement est un prétexte qui me semble, dans ces conditions, passé de mode et absolument suicidaire. Alors, combien d'emplois gagnés sur la marée pour 2 fois plus d'emplois enfouis dans la vase? Combien d'emplois préservés ou rendus dans le respect de la nature et de l'état sanitaire de nos eaux? Combien de ressources bio pourront être restituées et d'espaces de vie rendus aux pêcheurs et aux plaisanciers quand on cessera enfin de gober les promesses politiques et qu'on cessera de se laisser agresser par quelques étrangers venus piller nos grèves? Et tout en parlant, il y a une évidence qui m'est apparue au sujet de ces fameuses réunions publiques d'information. Il faut savoir que tous ces projets d'annexation intéressent le DPM, le domaine public maritime. Or, toutes les réunions d'information étaient organisées par les élus et les ostréiculteurs. De souvenir, face à la population, aucun représentant de l'État, lequel est quand même propriétaire et gestionnaire, n'était là. Et ça m'évoque ce dont je parlais avec quelqu'un, ça m'évoque ces grèves, ces grèves permanentes qui bloquent les citoyens là, sur les quais de la gare. Et qui sont finalement pris en otage par une minorité de corporations syndicales. Et c'est là qu'on voit la lâcheté et l'incompétence de l'État qui abandonne le citoyen face aux collusions mafieuses. Parce que le propriétaire de la gare, c'est quand même l'État. C'est pas la CGT. Eh bien, c'est ici, au plan local que ça commence. On en a une magnifique illustration avec ce genre de réunion bidon destinée uniquement à engourdir le public dans un syndrome de Stockholm. Alors que sur la grève, tout le matériel et les gravats étaient déjà prêts pour faire le projet qui était en enquête publique. Tout était déjà prêt, hein, les bulldozers, ils étaient là. Et pendant ce temps-là, pendant que la mafia là, est en train d'essayer d'arrondir les angles, l'État, lui, il n'est pas là. Il a tourné le dos. Il préfère aller occuper sa police à coller des contredanses. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc là, on est sur une pause, parce que vous avez vu que j'ai fait un premier volet concernant cette affaire-là. Il y en a un deuxième qui va se focaliser plus sur les aspects sanitaires. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette pause-là, c'est qu'on est quand même en Bretagne, dans un pays d'irréductibles Gaulois. Alors, c'est pas quelques arrivistes parisiens et quelques Romains d'Oléron qui vont pouvoir nous faire apprécier quelques huîtres polluées en échange de notre paradis, de nos plages, de nos crevettes, de nos praires et de notre bon vivre. Merci de votre écoute.